Bonjour à toutes et à tous. Alors, quel est le but des islamistes en France? Quelle est leur vocation? Quelle est leur mission? Quel est leur but de guerre? Leur feuille de route, en somme. Je m'intéresse aux islamistes de France et en France. Je ne m'intéresse pas aux mouvements islamistes au Maghreb, en Afrique du Nord, en Syrie, en Indonésie. Ça, c'est un autre sujet complètement différent. Je m'intéresse donc à la France. Quel est le but de ces islamistes-là en France? La question, à mon avis, est valable et pertinente puisque l'islam, la question musulmane, la question islamique, si vous voulez, appelez-la comme vous voulez, tous ces termes-là, tous ces concepts sont devenus centraux. Ils sont au cœur du débat public en France. Impossible d'y échapper. Moi, je le regrette, hein, sincèrement. J'aurais bien aimé qu'on en parle aujourd'hui en 2020 en France, qu'on en parle du réchauffement climatique, mais de manière plus sérieuse, pas avec Greta et dans l'hystérie, mais plutôt d'une manière qu'on parle de contamination atmosphérique, qu'on parle du régime des vents, qu'on parle de l'eau potable, qu'on parle de la conservation des paysages. J'aurais bien aimé qu'on parle plus de l'intelligence artificielle et du futur du travail, du futur de l'ergonomie, la relation entre l'homme et la machine. J'aurais bien aimé qu'on en parle de la relation entre l'Europe et la Russie, notre grand partenaire oublié à l'Est, notre seul partenaire valable, qui soit à la hauteur de l'Europe, puisqu'il fait partie de sa civilisation. J'aurais bien aimé qu'on en parle du futur de la Méditerranée, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Là, ça aurait pu inclure les pays arabes et l'Afrique. J'aurais aimé qu'on en parle d'une nouvelle relation que l'on dessine, que l'on esquisse, une nouvelle relation avec l'Afrique. On nous bassine tellement avec la France-Afrique, j'aurais bien aimé qu'on en propose une vraie France-Afrique, où l'Afrique est l'égale de la France, où il y a de l'amour entre les deux, le nord et le sud. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, malgré tout ce que disent les spécialistes de la repentance ou les spécialistes de l'invective. Malheureusement, de tous ces thèmes-là, on ne parlera pas ou on ne parlera pas assez, puisque la France, l'Europe occidentale, mais surtout la France, vit au rythme des attaques couteaux, des attaques de déséquilibrés, des attentats. Il y a une tension palpable dans la société française. Il suffit de voir l'affaire Mila, il suffit de regarder la télévision, même la télévision publique qui est aseptisée, on se rend compte qu'il y a un problème dans ce pays, qu'on ne peut plus continuer à faire la croix sur le thème musulman, sur la question musulmane. C'est bolchevique. Donc, quel est le but de ces islamistes en France? À mon avis, il est double. Il y a un but religieux, voire politique, et puis il y a un but bassement commercial qui relève du business développement. Alors, commençons par le but le plus noble, le but religieux, le but qui a des applications politiques, mais c'est tout simplement de maintenir l'islamité des musulmans de France. De la grande diaspora, des diasporas musulmanes de France, voire d'Europe, le but des islamistes, c'est de les empêcher de s'assimiler. Ce que je dis de maintenir leur islamité, c'est-à-dire de les empêcher de devenir pleinement français et laïcs. C'est pareil en Belgique, en Allemagne, en Angleterre ou autre. Le but des islamistes, c'est d'empêcher l'assimilation, voire l'intégration. C'est-à-dire qu'on maintient les prénoms musulmans et que d'une génération à l'autre, on reconnaisse l'autre comme différent. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, vous reconnaîtrez les musulmans comme étant différents des autochtones ou des Français de souche ou des Belges de souche ou tout ce que vous voulez, des Espagnols de souche. Ça, c'est le but des mouvements islamistes, quels qu'ils soient, surtout les grands mouvements islamistes, les frères musulmans ou autres. Ce but-là est tout à fait connu du public. Il suffit de lire le PDF mis en ligne par l'Organisation de la coopération islamique, je crois qu'on dit coopération islamique, l'OCI, qui est une organisation internationale. Je vois que la France est membre observateur à vérifier, qui a émis un rapport il y a une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne, détaillé pour dire, voilà, le but des pays musulmans membres de l'OCI, c'est d'empêcher cette assimilation des immigrés qui sont partis en Europe, voire aux États-Unis. Bien sûr, ils ne disent pas ça comme ça, ils disent qu'ils veulent faire une action culturelle auprès de ces diasporas pour empêcher qu'elles perdent leur identité. C'est clair et net. Hein. Voilà, c'est écrit. Il suffit de lire le rapport qui est officiel et qui est sur le site web de cette organisation-là. Je dis que ce but a une ramification politique parce que bien sûr, quand vous empêchez l'assimilation de quelqu'un, quand vous incitez le multiculturalisme, eh bien, c'est un phénomène politique, puisque vous créez un phénomène sociologique, un phénomène social, qui aura besoin d'un but politique, enfin, qui aura besoin d'une traduction politique, puisque vous aurez tout de suite, la conséquence tout de suite, c'est les listes communautaires, les partis communautaires et les politiciens, même le personnel politique,
je ne veux pas dire politicien parce que c'est très péjoratif. Donc, vous aurez le personnel politique, les élus, les élites régionales, micro-locales ou locales qui vont travailler pour ces communautés que vous créez par votre politique de non-assimilation, de non-dilution, ce que l'OCI appelle l'action culturelle. Jusque-là, je suis apolitique, enfin, je prends pas parti, je vous dis pas ce que je pense, je vous dis ce qui est, j'essaie de décrire, de faire le diagnostic comme un médecin le ferait, avec un minimum de distance. Le deuxième but est un but qu'on pourrait appeler le business développement. C'est un but commercial, c'est l'expansion commerciale que ferait une multinationale. Cette multinationale, nous pouvons l'appeler frères musulmans, par exemple, pour aller vite, même si c'est très réducteur. Eh bien, mettez-vous à la place d'une organisation comme ça, où les pays musulmans sont en général pauvres, en général. Ils sont déjà saturés, le marché est saturé, l'essentiel des pays musulmans sont peuplés de musulmans, puisque le vivre ensemble a été éradiqué au sud de la Méditerranée, éradiqué en Irak, en Syrie, Libye, tout ça, en Syrie, Liban, c'est très discutable encore. Eh bien, vous cherchez des nouveaux marchés. L'Asie est déjà bien couverte, l'Indonésie et autres. Le bouddhisme résiste, vous regardez vers le nord et vous voyez une immense diaspora musulmane. Pourquoi? Parce que vous avez une population en pleine croissance par l'immigration, vous avez une population qui est solvable. Le PIB par habitant d'un musulman de France, je ne l'ai pas calculé, je ne sais pas s'il existe, mais il est 10 fois, 20 fois plus élevé que le PIB par habitant d'un musulman du Maroc, par exemple. Donc là, vous avez un pool, un réservoir, vous avez un marché qui est solvable. Et toute société, tout projet commercial s'intéresse aux gens qui sont solvables. Donc mettez-vous dans la peau des frères musulmans, mais sans les juger. Voilà, sans non plus préjuger qu'ils sont bêtes, ils sont surtout pas bêtes, ils sont très intelligents. Ils se développent là où il y a des musulmans qui sont solvables. Donc vous avez l'installation de mouvements islamistes, là où vivent les musulmans, dans les zones de vie, les lieux de vie, qu'on appelle en France les banlieues, les cités. Je généralise, mais je vais très vite. Et là, les gens s'infiltrent dans la politique de la ville et autres. Oui, donc vous avez une infiltration dans les associations, ça capte l'argent, et le robinet est ouvert. Donc la politique de la ville, c'est plus de 40 milliards depuis... ville et rénovation urbaine, c'est plus de 40 milliards depuis 2000 ou 2003, c'est énorme. Vous avez une infiltration aussi dans le milieu du halal, c'est naturel. Il y a le halal, il faut que le contrôle soit fait, donc il faut payer les gens pour qu'ils fassent le contrôle dans les abattoirs et autres. Vous avez cet islam de France qui arrive, qui s'installe, un islam officiel, un culte musulman que l'État français veut organiser. Évidemment que les islamistes sont en première ligne pour s'occuper de ça, mais d'une manière bureaucratique, parce que c'est du management, et ils vont être payés pour ça. On parle déjà d'une taxe, on parle déjà de transfert d'argent, des deniers publics vers ce culte musulman. On peut discuter si c'est une fantaisie, une chimère, si les Français vont se faire enfumer, mais ça, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, pour résumer, il y a deux buts. L'un noble, puisqu'il est religieux, voire politique. Un deuxième but qui est plus terre-à-terre, bassement financé, c'est le business développement. Voilà. Il peut y avoir, et je crois qu'on peut y arriver, une troisième mission, une troisième étape sur cette feuille de route-là, qui est la justice. Il est très possible, il est probable, mesure mes mots, il est probable que s'achemine vers des accommodements avec le phénomène, certains islamistes en France, et qu'on propose, comme l'ont fait les Anglais, je n'invente rien, des tribunaux islamiques pour gérer des histoires d'état civil, du mariage, de l'héritage. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas plus, je l'ai dit dans mon livre, Mon père le Maroc et moi, il n'y a pas plus antinomique que la loi islamique de l'héritage, par exemple, ou du statut civil, le statut de la personne, le mariage, le divorce, et la loi française et l'esprit français. Je veux dire, il n'y a pas plus, c'est le jour et la nuit. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait s'interdire de penser qu'un jour ou l'autre, il y aura un accommodement pour apaiser, pour pacifier, pour garantir le vivre ensemble, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas créer une souffrance supplémentaire aux concitoyens français d'origine musulmane, tout ça. On pourrait éventuellement, le pouvoir, pas moi, mais les gens qui seront au pouvoir à ce moment-là pourraient déléguer certains pans de la justice, surtout ces histoires personnelles, la vie quotidienne, vous voyez.
à des tribunaux où les islamistes seront là. De toute façon, il n'y a pas d'alternative aux islamistes parmi la communauté musulmane française, même au sud de la Méditerranée. Les gens comme moi, ou les gens qui sont mieux que moi, ou mieux calés que moi en termes en religion, mieux préparés que moi, plus intelligents que moi, bah, ils font pas de politique, ils sont pas dans l'arène, ils se font de l'argent à la City ou ils montent des startups. Parce qu'ils veulent pas payer le coût. Le coût est cher de faire de la politique. Que ce soit au sud de la Méditerranée ou au nord de la Méditerranée. Donc c'est pareil. Parmi les musulmans de France, j'en connais des dizaines qui sont extraordinaires, beaucoup plus brillants que moi, que mon humble personne. Mais voilà, ils travaillent dans les grands groupes français du CAC 40. Ils vont pas aller se fighter dans une association, en bas d'une cité, dans un rez-de-chaussée, avec un barbu qui vient de débarquer de Tchétchénie ou je sais pas moi, du Rif ou de Constantine. Voilà, c'est un choix. Donc, le jour où il y aura des tribunaux, ou des cours de justice ou de conciliation, comptez sur les progressistes pour vous faire ça, pour vous envelopper ça. Ça va être des cours de conciliation, ou des tribunaux, ou des espaces d'arbitrage et du vivre ensemble. Donc voilà, ce serait un troisième pan de l'activité des islamistes en France, puisque là, on paie bien les juges dans les tribunaux français, on paiera bien des gens pour rendre des arbitrages. Voilà, tout cela au nom du vivre ensemble et de la paix intérieure et de la concorde civile. Et de la non-discrimination. Voilà. Comment on peut discriminer des musulmans qui ne supportent pas qu'une femme ne reçoive pas la moitié de l'héritage d'un homme. Voilà. Qui ne supportent pas, je sais pas, l'absence de polygamie. Voilà. Quand je dis ça, je fais un peu d'ironie, je ne généralise pas, mais vous comprenez bien le discours que je mets dans ma bouche, c'est le discours que je prête aux progressistes qui nous gouvernent et qui ne manqueront pas de faire ça. Voilà, donc on est quand même loin de la conquête du pouvoir. Hein. J'entends ici ou là que les frères musulmans sont à la porte du pouvoir, qu'ils vont prendre le pouvoir en France. Je pense, moi, très sincèrement, je m'ouvre à vous ici, je pense qu'on est très loin de la conquête du pouvoir, même d'un projet de conquête du pouvoir. Je vois l'islamisme en France comme une nuisance, mais pas comme une menace existentielle. Une nuisance, ça peut vouloir dire des quartiers interdits, ça peut vouloir dire une victimisation permanente, ça peut vouloir dire une polémique quotidienne, comme je vous disais au début de la vidéo, polémique quotidienne sur des points de détail et autres, au lieu, et une nuisance qui vous détourne des vrais sujets, ou des sujets qui sont décisifs comme, je vous dis, la Chine, la Russie, la relation avec l'Afrique, avec les États-Unis, l'intelligence artificielle, ou je ne sais quoi encore. Voilà. Alors, une nuisance, certes, mais ça peut changer. Ça peut changer parce que la politique, c'est comme l'amour, ça se fait à deux. Donc, on en parlait depuis le début de la vidéo des islamistes, mais il faut aussi regarder du côté des élites françaises, parce que d'elles aussi dépend le sort, enfin, l'issue de cette question-là des islamistes en France, la question musulmane en France, et du but des islamistes en France. Moi, j'ai l'impression que ces élites-là, elles se sont déjà soumises. Hein. Alors, elles sont déjà soumises, elles sont prêtes à tergiverser, à tout donner. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, hein, parce que finalement, les islamistes obtiennent beaucoup plus que leur but de guerre, même leur but le plus fou, leur rêve le plus délirant. C'est là où je voudrais en venir pour conclure. Que ce soit le phénomène islamiste en France, que ce soit le phénomène racaille, c'est une co-construction. Les deux ont été construits par la lâcheté, la soumission, la trahison, le déni, et j'ose le mot, la médiocrité des gens qui ont à gérer ces problèmes-là. Le phénomène racaille il est largement artificiel, parce qu'il est créé, il est alimenté largement par le laxisme pénal. Je suis désolé, le laxisme pénal n'a pas été décidé en Seine-Saint-Denis ou dans un HLM pourri. Il a été décidé dans les grands esprits, les beaux salons parisiens. Voilà. Le laxisme pénal, il ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Ne pas construire suffisamment de places de prison, ça ne vient pas des banlieues, ça vient des élites françaises, hein, de la haute fonction publique qui n'a pas su faire le travail. Voir les prisons françaises transformées en université du crime, c'est pas la faute des banlieues ou des gens qui sont venus par l'immigration. C'est la faute de la fonction publique française et des hommes politiques et des femmes politiques qui ont tout fait pour que ça se passe comme ça, par leur déni, leur aveuglement ou par une politique volontaire, je n'en sais rien.
transformer la justice française en quelque chose qui n'est pas respecté, qui n'a pas de majesté, c'est pas la faute des délinquants. Voilà. Je ne veux pas les excuser, mais il faut quand même dire les choses. Il faut dire que les phénomènes ont pris une proportion hallucinante parce que les gens qui devaient protéger la population, les gens qui devaient surveiller et punir, les gens qui devaient réfléchir n'en ont pas fait. J'ai quelques doutes. Pareil pour le phénomène islamiste. Hein. Le phénomène est inquiétant aussi parce que nous ne faisons pas grand-chose pour le contrer et nous laissons des pans entiers, même la fonction publique, se faire affecter par ce qu'on appelle la radicalisation, qui est un concept qui me fait rire, mais bon, c'est le seul dont nous disposons. Voilà, c'est pas la faute des islamistes si on n'expulse pas les imams fichés S ou qui ont des ordres de quitter le territoire, des ordonnances. C'est pas leur faute, hein. C'est pas leur faute si on a laissé les États du Golfe déverser des milliards sur la France, ou au jour d'aujourd'hui, déverser une propagande en français, en wolof, en arabe sur les banlieues françaises. Et on n'avait qu'à mettre RFI, France 24 et France Télévisions à parler aux musulmans de France dans les langues qu'ils comprennent. Le wolof, le pashtun, les langues peul, bantou, haoussa, kosovar, arabe classique, berbère, arabe marocain, égyptien ou autre. Hein. On dépense je ne sais plus combien de milliards, peut-être 500 millions je crois juste pour France Inter. Ben, on pourrait mettre ça sur... ce serait beaucoup plus utile, hein, croyez-moi. On pourrait mettre ça sur une politique réelle de communication par l'audiovisuel avec les musulmans de France pour leur couper l'herbe aux islamistes. Donc, ça ma conclusion, je veux dire, c'est parti pour être une grande nuisance, pas un instrument de conquête du pouvoir. Maintenant, méfions-nous de nos chers élites, nos chers dirigeants, ils peuvent empirer tout ça. Et la France aujourd'hui a deux grands problèmes à régler, c'est non seulement cette infiltration islamiste, ce péril islamiste, mais aussi le progressisme qui est l'idéologie creuse, l'idéologie fallacieuse, l'idéologie mortifère, dangereuse. Parce qu'elle a prouvé son ineptie, sa dangerosité. C'est l'idéologie dangereuse et mortifère de nos chères élites. Alors je ne sais pas par où commencer, en fait il faut commencer par les deux. Il faut à la fois lever le glaive contre le progressisme et aussi contre l'islamisme. On ne peut pas régler on peut pas se débarrasser de l'islamisme ou le contenir, en faire une nuisance plus ou moins supportable si les progressistes continuent à être aux commandes, tout simplement. Merci beaucoup, j'espère que ma vidéo vous a interpellé. Je sais que certains propos peuvent paraître un peu choquants, mais je ne veux pas choquer. Moi, je choisis des thèmes clivants parce que c'est des thèmes où ma génération a une responsabilité. Moi, j'aurais bien aimé vous parler des oiseaux migrateurs ou de la qualité de l'air à Paris, ou je sais pas moi, de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, mais malheureusement, c'est pas des thèmes qui sont décisifs pour l'avenir de la France et de la civilisation occidentale. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo, cliquez sur like, il faut que l'algorithme sache que vous avez aimé. Et le seul moyen, c'est que vous cliquez sur like, et puis écrivez-moi, envoyez-moi vos commentaires. Merci. Et puis, oui, j'allais oublier, abonnez-vous au canal. Vous allez voir, la prochaine fois, je vais être impeccable pour la conclusion. Merci, à la prochaine, à lundi prochain pour une autre vidéo d'actualité. Au revoir.